Début de tournage, allez savoir, l'imposture commerciale du Kamasutra. Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme nous allons parler du Kamasutra. Enfin le vrai, pas celui que certains auteurs peu scrupuleux dénaturent et vendent à tour de bras dans vos librairies préférées. Vous n'y allez pas un peu fort là quand même Alors reprenons. Comment appelleriez-vous quelqu'un qui reprend le nom d'un vieux livre hindou, n'en prend qu'une petite partie, en oublie le contexte et l'histoire du livre, enjolive la réalité, rajoute quelques artifices pour faire en sorte qu'il y ait mythes et légendes et attire le lecteur du coup, avec cela met un titre bien aguicheur et vend cela en librairie. Et tout en trompant le consommateur, Ah, les adultes ont confondu la vérité et l'intérêt. Oh, Pierre Perret, bien vu. Tout, vous serez tous sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le... Non mais arrête là, on a compris. Qui a un grand coup. Du coup, la grande majorité des Kamasutras que vous pouvez acheter ne sont que des livres érotiques fantasmés et largement modifiés du Kamasutra original. Et commençons par un petit point contexte sur l'hindouisme, qui est l'une des plus anciennes religions qui soit encore pratiquée de nos jours. Cette religion trouve racine en Inde un bon millénaire avant Jésus-Christ, et s'organise avec plusieurs textes sacrés ainsi que des us et coutumes. À cette époque, cette religion hindoue tolère la polygamie, les harems et les courtisanes. Il existe un système de castes et au fil du temps, des textes vont être écrits pour régir tout cela grâce notamment à des manuels de vie, pour les hommes et les femmes, dépendant de leur niveau dans la société et de leur âge. C'est dans ce cadre que nous retrouvons le fameux Kamasutra. Ce livre a été écrit entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ par Vatsyayana en sanskrit. D'autres livres hindous furent écrits au 4e siècle après Jésus-Christ en reprenant de nombreuses parties de ce Kamasutra. Ce livre était principalement destiné à l'aristocratie indienne pour des hommes et des femmes devenant matures. Le Kamasutra traite des arts d'aimer. Il est composé de 7 parties qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs chapitres. Étudions brièvement ces 7 parties et je tiens d'avance à m'excuser de ma piètre prononciation des mots qui vont suivre. La première partie, appelée Sadharana, traite de questions générales comme l'aménagement de la maison, l'étude des différents arts de l'aristocratie ou encore le système de caste. Nous y apprenons que le chant, la danse, les instruments de musique, le dessin, l'écriture, le tatouage, les parfums, le jardinage, l'architecture et tout un tas d'autres choses font partie des arts étudiés par les femmes. Ces arts sont au nombre de 64. Si une femme parvient à tous les étudier, elle devient respectée par le roi lui-même et reçoit le nom de Ganika, ce qui signifie qu'elle devient une femme publique de haute qualité. D'ailleurs, son mari doit la préférer à ses autres femmes. Le reste de cette partie indique comment un citoyen doit vivre, se comporter et rappelle qui il doit ou peut fréquenter au vu du système de caste hindou et du fait qu'ils utilisent des serviteurs. La deuxième partie est appelée Samprayogika et parle de ce qui est le plus mystifié et fantasmé aujourd'hui, l'union sexuelle. En passant de comment on embrasse jusqu'à la meilleure façon de dormir en couple, tout en n'oubliant pas l'acte sexuel en lui-même. Une 60aine de positions y sont décrites. L'acte sexuel n'est pas seulement vu comme permettant de procréer, mais également de prendre du plaisir. Nous y apprenons quelques habitudes étranges pour nous aujourd'hui. Par exemple, si un eunuque masseur, qui s'habille en homme, masse un autre homme, il se peut que cela finisse, et je cite, en succion de la mangue. Je laisse votre imagination faire le reste. Et si vous êtes curieux, allez lire le chapitre 9 de la partie 2 intitulé « De l'Oparishtaka au concret buccal ». Passons maintenant à la troisième partie, Kanya Sampayuktaka, qui évoque les différentes étapes entre la cour faite à une dame, jusqu'au mariage en passant par les fiançailles. Nous y apprenons comment inspirer de la confiance envers une demoiselle ou encore comment manifester ses sentiments envers une femme qui nous plaît. Bharya Dikarika est la 4e partie et indique comment vivre en couple après le mariage.
comment l'épouse principale doit se comporter en l'absence de son mari et comment elle doit se comporter avec les autres épouses de son mari. Il existe une sorte de hiérarchie en fonction de l'âge des épouses et celles-ci ne se comportent pas de la même manière envers les épouses plus jeunes ou plus âgées. La 5e partie, Paradarika, explique le comportement à avoir envers les épouses des autres hommes. On peut également y découvrir l'usage d'une entremetteuse quand sa dulcinée ne semble pas ou peu intéressée. Sans oublier un petit passage sur le harem royal. Quant à la 6e partie, intitulée Vessika, ce sont les courtisanes qui sont à l'honneur avec leurs relations envers les hommes. Ainsi est décrit leur place dans la société, leurs usages et des hommes qu'elles doivent à tout prix éviter. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, les courtisanes sont des filles de joie, mais les courtisanes n'utilisent de leur charme que pour l'aristocratie hindoue. Enfin, tout du moins les hommes riches. Et passons maintenant à la dernière partie, Upamishadika, qui est consacrée aux plantes et autres procédés pour être disons plus performants ou prendre plus de plaisir durant l'acte sexuel. Et voilà pour une brève description du Kama Sutra qui est un livre sur les us et coutumes hindous concernant l'amour et les relations hommes-femmes au début de l'ère chrétienne. Nous sommes donc loin, très loin du livre érotique tel que la plupart des gens le voient, mais plus dans un livre historique sur les us et coutumes aristocrates hindouistes de l'époque du livre. Ah les hindous, hein, c'est Gollum Gollum dans la cassa. Et en voilà un qui n'a pas spécialement écouté, qui n'a pas compris ce que nous venons de dire. Oui, j'ai compris, c'est un livre qui dit comment les hommes doivent traiter les femmes, et puis c'est tout. C'est plus que cela. C'est un guide permettant d'établir des relations hommes-femmes harmonieuses. Le tout basé sur des principes hindous, dharma, artha, kama, une sorte de philosophie de vie basée sur l'amour, la vertu, le bien-être matériel, le tout dédié à l'élite savante. Mais du coup, comment expliquez-vous qu'on en est arrivé au livre érotique tel qu'on nous le présente aujourd'hui? Parce que... nous sommes dans une société quelque peu commerciale, et on a pu déjà voir comment les grands groupes commerciaux ont pu agir sur la Saint-Valentin, et donc sur le Kama Sutra. Alors en Occident, nous avons connu une libération sexuelle à la fin du XXe siècle. Mais avant cela, la religion chrétienne voyait les relations sexuelles maritales comme une manière de procréer, et c'est tout. Pas de plaisir charnel, encore moins avant le mariage, même si entre nous certains ont pu transgresser cela. Le premier Kama Sutra traduit et apporté en Europe remonte à la fin du XIXe siècle en Angleterre. Nous y apprenons que pour arriver à un seul Kama Sutra, Sir Richard Burton a dû faire comparer divers écrits et faire du recoupage de sources. En effet, il n'existait que des brides ou des versions modifiées, mais aucun livre complet et original ayant survécu jusqu'à nous. Une fois ce travail fait, il a fallu traduire du sanskrit à l'anglais et afin de ne pas choquer un public pudique, certains mots ont été, disons, remplacés. Par exemple, nous ne parlons pas d'union mais de congrès ou encore de motion au lieu de mouvement. Plus tard, d'autres recherches et d'autres traductions apparurent. Et ainsi, la culture hindoue est arrivée en Europe. Entre la méconnaissance de la culture hindoue en Europe et la révolution sexuelle durant la fin du XXe siècle, il en fallut peu pour que des marchands tentent d'exploiter ce marché de l'amour et ainsi, le Kama Sutra fut modifié pour devenir ce qu'en connaissent les gens aujourd'hui, qu'une partie dénaturée, modifiée et hors contexte. Et tout cela aurait pu s'arrêter là, mais c'est sans compter l'appât de l'argent. Il faut savoir que l'hindouisme a évolué en 2000 ans et que la sexualité n'est plus du tout abordée de la même manière aujourd'hui. C'est même devenu un sujet presque tabou en Inde. Les anciens temples hindous, qui ont pu survivre jusqu'à nous aujourd'hui, sont encore tous considérés comme sacrés et donnent lieu à des pèlerinages. Enfin tous, pas vraiment. Un petit groupe de temples d'une petite ville du centre de l'Inde prénommée Khajuraho sont devenus une attraction touristique. À la base, 85 temples ont été construits, cependant, seulement 22 ont survécu jusqu'à nous. Et ces temples ont une particularité intrigante. Ils ont énormément de sculptures à connotation érotique sur leurs murs extérieurs. Et du coup, les guides locaux et autres agences locales jouent là-dessus pour vendre ces lieux sacrés comme des temples du Kama Sutra, attirant de nombreux touristes chaque année. Forcément, lune de miel et romantisme sont au rendez-vous pour les touristes, et pour ceux qui seraient célibataires ou non, une sorte de prostitution locale s'est également mise en place. Beaucoup de recherches se sont effectuées pour comprendre l'origine de ces sculptures et des temples. Quelques hypothèses émergent, mais les historiens ne comprennent pas avec exactitude l'origine de ces motifs érotiques. Évoquons une hypothèse probable et répandue qui est notamment présentée par l'historien William Dalrymple,
qui estime que de telles représentations ont été créées durant l'époque médiévale indienne. La nudité féminine à cette époque n'était pas vue comme néfaste ou dégradante, mais plutôt comme un symbole de la fertilité féminine et de la spiritualité. Et ainsi entre un Kama Sutra revisité, quelques temples sacrés hindous étranges et devenus des attrape-touristes, tout cela fait en sorte que les Européens redécouvrent l'érotisme via l'hindouisme, le fantasme et l'idolâtre. Redécouvrent, c'est-à-dire, et oui, parce que c'est avec la religion chrétienne qui s'installe en Europe, a imposé sa vision de l'acte sexuel, c'est-à-dire procréer, et c'est tout, le reste n'étant que profane et péché. Mais avant la religion chrétienne, on ne pouvait trouver des équivalents du Kama Sutra, notamment chez certains philosophes grecs. Attendez, laissez-moi deviner. Aristote. Eh ben non. Même si monsieur a donné son avis sur beaucoup trop de choses, sur l'amour il était plutôt discret. Je parlais plutôt de philosophes grecs comme Platon ou encore Épicure qui ont pu faire quelques textes sur l'art d'amour, ce genre de choses, des équivalents du Kama Sutra, parce que les Grecs de l'Antiquité n'avaient pas les mêmes us et coutumes que les Hindous au début de l'ère chrétienne. Même si entre les deux civilisations, certaines pratiques sexuelles choqueraient aujourd'hui en Occident, hein. Ah, les p... Oui, alors même si tu n'utilises pas le bon mot parce que tu utilises une partie tronquée, péjorative et pas très jolie en plus à entendre, cela vient de la pédérastie, qui est un us et coutume grec, et qui, effectivement, sorti de son contexte, est quelque peu choquant parce que ce sont des relations homosexuelles masculines entre un homme âgé et un adolescent préadolescent. Forcément, sorti de son contexte, aujourd'hui c'est quelque peu choquant, tout comme les harems ou la polygamie chez les hindous à l'époque. Hein. Pas forcément dans notre philosophie de vie européen aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes mœurs aujourd'hui que chez les Grecs. Hein. Rien qu'à voir les statues complètement dénudées des Grecs, bon, je doute qu'ils étaient moins pudiques que nous. Mais là quand même, de l'homosexualité couplée à de la pédophilie, ça ferait désordre aujourd'hui. Quoi qu'avec... Alors non, ne parlons pas des affaires de l'église catholique, ce n'est pas le sujet. Mais du coup, concernant la pédérastie, c'était une institution grecque qui permettait aux plus jeunes d'avoir une sorte d'initiation à l'homosexualité. Et donc oui, dans l'Antiquité, en Europe, avec les Romains, les Celtes, les Grecs, il y avait quelques pratiques, alors, du coup de la pédérastie, érotique ou pas, ça je vous laisserai seul juge de ce que vous en pensez, mais nous avions des pratiques qui ont été étouffées par la chrétienté lorsqu'elle s'est installée en Europe, et que nous avons plus ou moins redécouvert via l'hindouisme, et sous du coup d'une autre façon, quand le Kama Sutra a débarqué en Europe. Du coup, pour en revenir au sujet principal, il y a entre 40 à 80 positions sexuelles selon les différentes traductions du vrai Kama Sutra que l'on peut trouver. Du coup, si vous voyez un vendeur vous vendre une version avec plus de 80 positions, vous pouvez douter fortement de l'ouvrage. Mais surtout, sachez que ces positions sont inspirées du yoga et que ce sont des positions imaginées qui sont tirées de l'imaginaire de l'auteur. Donc elles ne sont pas toutes réalisables. Évitez de vous faire mal bêtement. Entre la théorie et la pratique, hein. D'ailleurs, la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais qu'en pratique, il y en a une. Et sur ces étonnantes révélations, merci à vous de nous avoir suivis. Et du coup, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. D'ailleurs, savez-vous combien il y a réellement de positions dans le Kama Sutra? Eh ben, si tu avais écouté, nous l'avons dit, entre 40 et 80. Alors oui, mais plus exactement 68, car la 69e, ça correspond au nettoyage d'outils. Bref, merci à vous, fin de tournage.